Chloé ne fait que du nettoyage dans les casernes militaires. Un peu comme une femme de ménage, quoi. Saper les factures, je suppose. Ma mère a fait un geste de la main, affichant un sourire de mondaine répété, en direction des futurs beaux-parents de ma sœur. Mon père n'a même pas pris la peine de lever les yeux de son assiette, hochant la tête en signe d'approbation. Honnêtement, chaque famille a son mouton noir, n'est-ce pas? Nous avons abandonné tout espoir pour elle, il y a bien longtemps. 23 personnes, y compris la famille riche et puissante du fiancé, m'ont dévisagé. Et puis, la mère du marié, une femme de pouvoir avec qui j'avais partagé la table dans une salle de briefing confidentielle à peine 18 mois auparavant, a posé sa fourchette. Elle m'a regardé droit dans les yeux, et a chuchoté, « Attendez une seconde. Êtes-vous la major ?» Ma mère est devenue blême. Ce qui s'est passé au cours des 40 minutes suivantes, a brisé quelque chose dans ma famille, que je pense que nous ne pourrons jamais réparer. Mais ce dîner n'était que l'explosion. La mèche, elle, brûlait depuis 10 ans. Avant de nous plonger dans celle-ci, veuillez prendre une seconde pour aimer et vous abonner. Cela nous aide énormément. Et, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez, et quelle heure il est là-bas. J'adore les lire. Maintenant, laissez-moi vous raconter exactement ce qui s'est passé dans cette pièce étouffante, lorsque le mensonge de ma famille a commencé à s'effondrer. Les mots de Catherine Ellsworth sont restés suspendus dans l'air. La salle à manger privée du Birchwood s'est figée. Je n'ai pas bronché. Sur le terrain, quand un engin explosif improvisé explose, vous ne criez pas. Vous ne vous débattez pas. Vous vérifiez vos membres, vous évaluez les dégâts. Ma mâchoire s'est crispée. Ma colonne vertébrale est restée rigide, contre le dossier de la chaise en acajou. Glissant sans effort dans la mémoire musculaire, du garde à vous. 23 paires d'yeux se sont braqués sur moi. Le silence était épais, assez lourd pour vous étouffer. En bout de table, le sourire répété de ma mère a fondu, comme neige au soleil. Sa peau a pris une teinte grisâtre, et maladive. Elle a agrippé la nappe en lin si fort, que ses jointures ont blanchi contre le tissu. Elle a ouvert la bouche, désespérée de colmater la brèche dans son récit parfait. Un faible souffle aigu s'est échappé de sa gorge, mais Catherine ne l'a pas laissé parler. Le regard de l'ancien amiral était létal. Il a cloué ma mère à son siège. Personne n'a bougé. Le seul bruit était celui de la glace qui se déplaçait dans le verre de bourbon de mon père. Un cliquetis creux et pathétique. J'ai déplacé mon regard d'une fraction, vers Paige. Ma sœur, l'enfant choyé, s'est recroquevillée sur sa chaise. Elle portait une robe de soirée en soie, faite sur mesure. Ses doigts manucurés tordaient nerveusement une énorme bague de fiançailles en diamant. La lumière ambiante du restaurant frappait les facettes de la pierre. Cela m'a retourné l'estomac. Je me suis souvenu des nuits glaciales dans les tranchées, à rationner des rations de combat froides. À économiser chaque centime de ma prime de risque, juste pour le virer à Carvey. Pour aider ta sœur, m'avait dit ma mère. Chaque euro que j'envoyais à la maison, était couvert de boue, de sueur, et de sang au goût de cuivre. Et ils l'ont pris. Ils l'ont pris pour acheter cette vie creuse, et brillante. Puis, ils se sont assis dans un restaurant 5 étoiles, et m'ont traité de ramasseuse d'ordures. J'ai baissé les yeux vers ma propre poitrine. Un chemisier bleu marine bon marché à 15 €, acheté dans un magasin discount. Le tissu fin cachait à peine, l'épaisse cicatrice kéloïde en relief, laissée par un éclat d'obus, qui s'était logé dans mon omoplate gauche. Mes mains reposaient sur mes genoux. Calleuses et balafrées. Les mains d'un soldat, assises tranquillement en face des mains d'une princesse, que j'avais payée pour couronner. L'air dans la pièce devenait vicié, imprégné du parfum de rose bon marché, et écrasant de dian. J'avais besoin d'un périmètre dégagé. Excusez-moi, ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé. Le volume était bas, mais il a transpercé la pièce comme un couteau de combat. J'ai repoussé ma chaise. Les pieds en bois ont grincé durement contre le parquet. Je me suis levé, et je me suis éloigné de la table. Je n'ai pas attendu la permission, je n'ai pas regardé en arrière pour voir leur réaction. La lourde porte en chêne de la salle privée s'est refermée derrière moi. Le couloir était vide. Il était tapissé d'un tapis rouge profond, qui étouffait le bruit de mes chaussures plates et pratiques. Sous mon calme extérieur, mon pouls martelait contre mes côtes. La trahison ultime ne vient pas d'un fusil ennemi.
Elle vient de la bouche de la femme qui vous a donné naissance. Les personnes même qui sont censées vous couvrir, sont celles qui chargent une balle dans votre dos. J'ai marché directement vers le salon tranquille, à l'entrée. J'avais juste besoin d'un verre d'eau glacée, j'avais besoin de me réinitialiser. Le hall était désert, une odeur de vieux cuir et de cire à parquet flottait dans l'air. Posé juste au centre d'une petite table basse en verre, se trouvait le téléphone de Paige. Une coque rose à paillettes. Elle avait dû l'oublier, lorsqu'ils se sont précipités pour flatter les parents du marié. Je suis passé devant, en direction de la carafe d'eau. Soudain, l'écran s'est allumé. La lueur crue a attiré mon attention. Une nouvelle notification de la conversation de groupe de la famille Hall. Je me suis arrêté, je me suis approché, regardant l'écran. Les mots m'ont frappé en plein cœur, aussi clairs qu'un jeu de coordonnées de bombardement. Maman, souviens-toi du plan. Ne laisse absolument pas Chloé ouvrir la bouche ce soir. Les Ellsworth n'ont pas besoin de savoir que nous avons une concierge glorifiée dans la famille. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas un lapsus, ni une erreur involontaire pour sauver la face dans le feu de l'action. C'était une frappe calculée. Ils avaient des informations, une stratégie, et ils étaient tous d'accord pour m'enterrer vivante, avant même que les hors-d'œuvre ne soient servis. Je n'ai pas pleuré, pleurer était pour les victimes. J'ai glissé ma main droite, au fond de la poche de mon pantalon. Mes doigts ont trouvé le coton tissé rugueux, d'un mouchoir plié. J'ai appuyé fort mon pouce sur les lettres brodées VIH. La friction grossière m'a ancré au sol, me ramenant directement à la chaleur étouffante de Carvey, dans l'Indiana, il y a 10 ans. La nuit exacte où la guerre a commencé. L'été à Carvey, dans l'Indiana. J'avais 22 ans. La chaleur à l'extérieur était oppressante, mais ce n'était rien comparé à l'air étouffant à l'intérieur de notre maison. Carvey est le genre de ville du Midwest, où sauver les apparences est la seule religion pratiquée. Notre maison sentait toujours l'eau de javel au citron bon marché. Une odeur chimique et stérile, destinée à dissimuler la pourriture sous le plancher. Ma mère, Diane, traitait ses enfants comme des accessoires. Nous n'étions que des accessoires, pour masquer le fait qu'elle avait échoué dans sa propre carrière, et qu'elle détestait sa vie de femme au foyer. En entrant dans le salon, on se sentait comme dans un musée, dédié à ma sœur cadette. Un mur entier tapissé de diplômes, de trophées de débat, de certificats de marketing, et de photos de sororité. Ils étaient encadrés dans du bois de cerisier lourd. Mon existence, en revanche, se résumait à une seule photo de fin d'études secondaires, délavée. Elle était reléguée tout au fond d'une étagère. Complètement cachée derrière une plante en pot en plastique. Diane avait besoin de filles en tailleur. Elle voulait des professionnels en col blanc, assises dans des bureaux d'angle. Pour pouvoir se vanter, auprès des autres épouses au country club. Elle ne voulait pas d'une soldate. Elle voulait un ornement de capot brillant pour son ego. Cette nuit de juillet, elle a enfin agi. J'étais assise seule à la table de la cuisine, buvant un verre d'eau tiède du robinet. Diane est entrée en trombe. Ses talons claquaient sèchement contre le linoléum. Elle a claqué une épaisse pile de papier sur le comptoir en formica. Le bruit sourd a fait vibrer mon verre. Signe-les, a-t-elle ordonné. J'ai baissé les yeux. Master of Business Administration. Demande de prêt étudiant privé. 8 000 € de dette. Elle avait déjà falsifié mes initiales, sur le bordereau de dépôt. Elle voulait que je porte une condamnation à mort financière, juste pour qu'elle puisse s'acheter un autocollant disant « Fier parent d'un diplômé de maîtrise ». Je n'ai pas dit un mot. J'ai tendu la main, et j'ai lentement repoussé la pile de papier du prêt. De ma chemise manille, j'ai sorti une seule feuille de papier impeccable. Contrat d'engagement volontaire dans le corps des marines des États-Unis. Signé à l'encre noire, daté. Je l'ai fait glisser sur la table, jusqu'à ce que le bord du papier touche ses doigts manucurés. Diane a baissé les yeux, vers les lettres en gras en haut de la page. Elle a cessé de respirer. Elle est restée parfaitement immobile sur la chaise de la cuisine. J'ai compté les secondes dans ma tête. 1, 2, 3. L'horloge murale en plastique bon marché, égrenait le temps. Cela ressemblait au détonateur d'une bombe, résonnant dans le silence de mort de la cuisine. 7, 8. Le silence était lourd, il m'oppressait la poitrine. 13, 14. Exactement 14 secondes, d'un silence absolu et terrifiant. Puis,
la peau autour de ses yeux s'est tendue. Ses lèvres se sont retroussées en un grognement. Tu veux aller nettoyer des toilettes, dans une base militaire crasseuse, a-t-elle sifflé. Sa voix vibrant de pur dégoût. Tu veux te rouler dans la boue avec des décrocheurs du lycée, juste pour m'humilier? Des pas lourds et traînants se sont fait entendre dans la cuisine. Mon père, Gérald, est entré. Il a regardé la femme hurlante, puis a baissé les yeux vers mon papier d'engagement sur la table. Il ne m'a pas demandé si j'étais sûre. Il ne m'a pas dit d'être prudente, ou qu'il était fier de mon courage. Il s'est frotté la nuque, refusant de me regarder dans les yeux. J'ai déjà vanté à mon patron, que tu allais obtenir ta maîtrise, a marmonné Gérald, en secouant la tête. Si tu fais cette bêtise de col bleu, comment suis-je censé me montrer au bureau demain? Tu me ridiculises. Un ricanement doux et arrogant est venu du couloir. Paige s'est appuyée contre le chambranle de la porte, les yeux rivés sur l'écran lumineux de son téléphone. Elle n'a même pas pris la peine de lever les yeux. Tu fais toujours des scènes dramatiques pour attirer l'attention, Chloé. C'est pathétique. Et voilà. En moins de 60 secondes, le périmètre était complètement envahi. J'étais totalement isolé, sans renfort, sans soutien. Diane a de nouveau claqué sa paume sur la table, se penchant tout près. Je pouvais sentir son haleine de café rassis. Si tu sors de cette porte pour ce camp de déchets, tu n'auras rien, a déclaré Diane. La menace était froide et calculée. Pas un seul centime de cette maison. Tu seras morte pour cette famille. Je me suis levé, j'ai repoussé ma chaise. Je n'ai pas discuté, on ne négocie pas avec les terroristes. Je suis monté dans ma chambre d'enfant. J'ai fourré 3 paires de jeans, quelques chemises simples et une brosse à dents, dans un sac de sport en toile vert olive. J'ai fermé la lourde fermeture éclair en laiton. Le son était final. J'ai jeté la sangle sur mon épaule, et je suis descendu les escaliers. J'ai franchi la porte d'entrée, et je suis sorti dans l'obscurité. L'air nocturne de l'Indiana était épais et humide. J'ai posé le pied sur le porche en bois, une chaise à bascule a grincé dans l'ombre. Grand-mère Ruth. Elle avait 78 ans, assise là, avec un petit paquet posé sur ses genoux. Elle s'est levée. Ses genoux ont craqué, mais sa poigne était de fer quand elle a tendu la main et a attrapé la mienne. Elle a pressé un carré de tissu, plié serré, dans ma paume. C'était du coton rugueux, un vieux mouchoir brodé des lettres H. À l'intérieur du tissu, j'ai senti la friction lourde et texturée, de vieux billets usés. 800 €. Elle m'a regardé droit dans les yeux, dans l'obscurité. Sa voix n'a pas tremblé. C'était de l'acier pur. Utilise ça pour essuyer ta sueur, a ordonné Ruth. Ne l'utilise jamais pour essuyer tes larmes. Va. J'ai serré le carré de coton, c'était la seule vraie munition qu'il me restait au monde. Avant que je ne démarre ce moteur, et que je ne quitte Carvey pour toujours, je dois vous demander quelque chose. Avez-vous déjà dû vous éloigner de votre propre sang, juste pour survivre? Vos plus grands sacrifices, ont-ils déjà été traités comme de véritables déchets, par les personnes qui étaient censées vous aimer? Si vous savez exactement ce que l'on ressent, face à cette trahison glaciale, cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant. Laissez un commentaire, et dites-moi une chose. Un seul mot, que vous avez dû abandonner, pour trouver la paix. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Construisons ensemble, une communauté de survivants, qui connaissent la vraie signification de la loyauté. J'ai tourné le dos à la maison. J'ai descendu l'allée, et j'ai jeté mon lourd sac de sport, sur le siège arrière en cuir craquelé de ma vieille Ford. Je suis monté côté conducteur, j'ai saisi le volant, et j'ai tourné la clé. Le moteur a rugi, déchirant un trou immense, et violent, dans le silence étouffant de la nuit de Carvey. J'ai appuyé à fond sur l'accélérateur, les pneus ont crissé contre l'asphalte. Le rugissement de l'échappement a augmenté, de plus en plus fort. L'autoroute sombre a disparu, le bruit du moteur s'est totalement métamorphosé. Remplacé instantanément, par le soleil aveuglant et brûlant, et le cri assourdissant d'un instructeur de forage du corps des marines. Qui se tenait, à quelques centimètres de mon visage. Quantico, en Virginie. L'école des candidats officiers du corps des marines. C'est un véritable broyeur, conçu pour vous mettre à nu. Il se fiche de vos sentiments, de votre passé, ou de vos excuses. Il se soucie de savoir si vous pouvez survivre. Pendant ces premiers mois,
j'ai réellement nettoyé des toilettes, des centaines d'entre elles. Exactement comme Diane s'en était moquée, dans cette cuisine étouffante. J'ai passé des heures à genoux, sur des sols en béton glacial. J'ai utilisé une petite brosse à poils durs, pour gratter la crasse des joints. La peau de mes jointures s'est ouverte. Des ampoules ont éclaté, suintant un liquide clair, et saignant sur les poils. L'eau de javel industrielle agressive, brûlait les plaies ouvertes de mes mains. Je ne me suis pas plainte, je n'ai pas abandonné. Sur le terrain, c'était pire. La boue de Virginie est comme du ciment humide. Elle s'infiltrait dans mes bottes, et gelait en croûte dure, et lourde, sur mon uniforme de service lors des manœuvres de nuit. Mes muscles brûlaient jusqu'à devenir complètement engourdis. Mais j'ai gardé la tête haute, j'ai appris à démonter et à remonter un fusil M4, dans le noir absolu. Tandis que mes mains tremblaient de froid. J'ai appris à jeter un sac de 35 kilos sur mon épaule, et à traîner un camarade candidat hors d'une zone de combat simulée. Pendant que les grenades fumigènes m'étouffaient les poumons. J'ai troqué ma sueur, mon sang, et mon confort, contre la seule chose que je n'ai jamais obtenue à Carvey, le respect. Le vrai respect. Celui que l'on gagne auprès d'étrangers, qui vous confient leur vie. 3 ans plus tard, la persévérance a payé. L'armée se fiche de ce que votre mère pense de vous, elle regarde votre performance sous pression. J'ai obtenu ma commission, puis j'ai épinglé les 2 barrettes d'argent de capitaine. On m'a confié le commandement direct, de 38 marines dans une unité logistique spécialisée. Je ne suis pas resté assise derrière un bureau. J'ai géré des lignes d'approvisionnement, qui maintenaient les gens en vie dans des zones hostiles. Munitions, fournitures médicales, carburant. Si j'échouais, des gens mouraient. J'ai enchaîné les déploiements. J'ai vécu de rations de combat froides, et j'ai dormi sur des lits de camp affaissés. J'ai économisé chaque euro de ma prime de risque. Pendant que Pej achetait des sacs à main de créateurs, avec les cartes de crédit de Dian. Moi, j'économisais ma solde de combat. J'ai acheté un petit appartement de 2 chambres en Caroline du Nord. J'ai payé la compte en espèces. Je me souviens du moment exact, où l'agent immobilier m'a remis les clés. Le métal était lourd et froid dans ma paume. Les bords dentelés du laiton s'enfonçaient dans ma peau calleuse. Je me tenais au milieu du salon vide. Il sentait la peinture fraîche sur les cloisons sèches, et la moquette bon marché. Mais c'était à moi. Personne ne s'était porté garant, personne n'avait aidé. Ma poitrine s'est serrée, une vague de fierté pure et sans mélange a rempli mes poumons. J'étais capitaine des marines, propriétaire, je commandais des troupes. Je me suis bêtement laissé croire à un mensonge. Je pensais réellement que cette fois, j'en avais fait assez. Je pensais que c'était le jalon qui, enfin, rendrait la famille Hall fière. J'étais assise à l'intérieur d'une tente de commandement en toile, sur la base. L'air était épais, et humide. La lourde toile verte, claquait contre l'armature métallique dans le vent. J'ai décroché le téléphone satellite encombrant, et j'ai composé l'indicatif régional de l'Indiana. La ligne a cliqué, une longue vague de grésillements sifflants a bourdonné dans mon oreille. « Allô » a répondu Diane. Sa voix était sèche, pressée. Le bruit de fond ressemblait à une télévision qui jouait fort. « Maman, c'est Chloé » ai-je dit. Ma prise s'est resserrée sur le récepteur en plastique. J'ai gardé une voix stable, mais mon cœur battait la chamade contre mes côtes. J'ai été promu aujourd'hui. Je suis capitaine maintenant, je commande 38 marines, et j'ai acheté une maison, un appartement. J'ai signé ce matin. J'ai attendu. Le crépitement de la ligne statique. J'ai attendu des félicitations, un halètement, un seul mot d'approbation. Juste une miette de validation, de la femme qui m'a mise au monde. Au lieu de cela, Diane a laissé échapper un court soupir nasal. Et alors, a-t-elle demandé. Son ton était plat, ennuyé, agacé que je l'interrompe dans sa journée. Ça veut dire que tu dois maintenant diriger 38 personnes, pour balayer les ordures autour de la base. Les mots m'ont frappé, comme un coup physique au sternum. L'air a quitté mes poumons, ma vision s'est rétrécie pendant une fraction de seconde. Avant même que je puisse traiter la pure cruauté de l'insulte, j'ai entendu quelqu'un se racler la gorge en arrière-plan. Le téléphone est passé en mode haut-parleur, le son s'est creusé. « Écoute, Chloé » a ajouté mon père, Gérald. Sa voix était forte, tonitruante, dégoulinante d'une excitation sincère.
ta sœur vient d'être promue directrice marketing. Elle va avoir un bureau d'angle. Nous l'emmenons au restaurant de grillade, pour fêter ça. On doit y aller. On se reparle plus tard. J'ai fixé le mur en toile verte de la tente. Mes déploiements au combat, ma prime de risque, mon commandement, le poids de 38 vies sur mes épaules. Tout cela ne signifiait absolument rien pour eux. Je risquais ma vie, et ils organisaient une parade, parce que Paige avait obtenu un bureau près d'une fenêtre. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas crié. Je n'ai pas essayé d'expliquer la différence entre un officier militaire et une concierge. D'accord, ai-je dit. J'ai raccroché le téléphone. Le silence dans la tente était absolu. Je me suis assise sur le bord de la chaise pliante en métal. J'ai levé la main, et j'ai saisi la bande velcro avec mon nom, sur la poitrine de mon uniforme. Je l'ai arraché. Le bruit de déchirure était fort dans l'espace silencieux. Je l'ai posé sur le bureau en métal. Les lettres noires cousues, HOLLOWAY, me fixaient. J'ai réalisé une vérité froide et dure, sur la guerre psychologique. Vous ne pouvez pas changer la vie d'un ennemi, qui est activement déterminé à mal vous comprendre. Il m'avait assigné le rôle de l'échec familial, il y a 10 ans. Peu importait que je rentre à la maison, avec une médaille d'honneur du Congrès. Ils demanderaient simplement, pourquoi elle n'était pas en or massif. Ils avaient besoin que je sois en dessous d'eux, pour se sentir grand. J'ai tendu la main vers l'arrière du téléphone satellite. J'ai enlevé le couvercle en plastique, et j'ai retiré ma carte SIM personnelle. J'ai tenu le petit carré de plastique entre mon pouce et mon index, j'ai appliqué une pression. Clac. Le plastique s'est brisé en deux. La puce dorée s'est fissurée, en plein milieu. J'ai laissé tomber les morceaux dans la poubelle en métal. J'ai initié un silence radio total. 7 ans, pas de nouvelles, pas de fête, pas de défense de mon existence. 7 ans ont passé. Cette année de silence radio absolu, et ininterrompu. Le silence est une arme, et j'ai appris à le manier. Je n'ai pas appelé, je n'ai pas envoyé de carte de vœux, je n'ai pas demandé la permission d'exister. Aujourd'hui, je suis la Major Chloé Holloway. Je suis l'officier commandant d'une unité logistique tactique spéciale, dans le corps des marines des États-Unis. Je contrôle les lignes d'approvisionnement, j'ai 283 marines sous mon commandement direct. Je coordonne le transport de matériel vital, pour 14 installations militaires différentes, à travers le pays. Je ne demande pas d'allocation, j'approuve des budgets de fonctionnement mensuels, de plusieurs millions d'euros. Regardez mon bureau, c'est une énorme plaque d'acier gris. Vous n'y trouverez pas de fleurs en plastique bon marché, ni une seule photo de famille souriante. Il n'y a qu'un seul objet personnel, une seule douille de 5,56 mm, en laiton froid. Je l'ai déterré de la terre, à main nue, lors de mon premier déploiement au combat. Le laiton est rayé et terni. Elle est posée juste à côté de mon clavier, comme un rappel physique constant, du coup de l'échec. La lourde porte du bureau s'est ouverte, et le sergent-chef Maria est entré. Ses bottes de combat ont martelé le sol en linoléum. Elle a posé une épaisse tasse en céramique, de café noir, sur mon bureau. L'odeur amère et brûlée du café noir a rempli l'air stérile du bureau. Maria est une immigrante de première génération, originaire du Guatemala. Elle a une cicatrice blanche et dentelée qui traverse son menton, causée par un éclat d'obus. Elle ne sourit pas souvent. Mais elle prendrait une balle en pleine poitrine pour moi, sans réfléchir une seconde. Et je ferai exactement la même chose pour elle. C'est ça, ma vraie famille. Le sang n'est que de la biologie. La loyauté se gagne sur le terrain. Il y a 18 mois, le véritable tournant s'est produit. Le département de la Défense a lancé un appel d'offres pour un partenariat tactique massif. Le principal contractant était le Ellsworth Defense Group. Un titan du complexe militaro-industriel. Je suis entré dans une salle de conférence sécurisée, et sans fenêtre, à Columbus, dans l'Ohio. La climatisation était glaciale. Mes bottes polies ont frappé le parquet avec un bruit sourd et rythmé. Une douzaine de cadres d'entreprise, en costume coûteux, étaient assis autour d'une immense table en chêne. Mais je ne les regardais pas. Je regardais la femme assise en bout de table. L'ancienne amirale de la marine Catherine Ellsworth. Maintenant PDG du groupe de défense. Elle portait un tailleur pantalon gris anthracite, sur mesure.
Ses cheveux gris étaient coupés en un carré net et sans compromis. Ses yeux étaient d'un gris froid et totalement impitoyable. C'étaient les yeux d'un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Elle n'a pas souri quand je suis entré, elle n'a pas fait de conversation. J'ai marché droit vers son bout de la table, j'ai déposé un plan d'opération tactique de 40 pages, directement devant elle. Le papier lourd a claqué fort contre le bois poli. Catherine a ouvert la chemise manille, elle n'a pas feuilleté jusqu'aux dernières pages pour regarder les marges de profit, elle se fichait des gains financiers trimestriels prévus. Elle a fait glisser son index droit au milieu de la page, suivant mes taux de perte prévus, et la logistique médicale sur le terrain. La pièce était silencieuse. Le seul bruit était le bruissement sec du papier épais, lorsqu'elle tournait les pages. Elle a arrêté de lire, elle a fermé la chemise. Elle a levé les yeux, plongeant ses yeux gris froids dans les miens. « Major Holloway », a dit Catherine. Sa voix était un grondement grave et autoritaire. « Pourquoi donnez-vous la priorité aux unités de traumatologie mobile et aux évacuations médicales sur le terrain, plutôt qu'aux réquisitions d'artillerie lourde ? C'était un test, un piège conçu pour voir si j'étais une politicienne d'entreprise ou une soldate. J'ai verrouillé mes genoux, j'ai gardé la colonne vertébrale droite, je n'ai pas bronché. Je l'ai regardé droit dans les yeux, l'ancien amiral. Parce que, amiral, la mission passe toujours en premier. Mais les vies des marines sous mon commandement n'ont pas de prix, ai-je répondu. Ma voix était plate et dure. L'artillerie lourde sécurise une zone, mais aucune somme d'argent ne peut compenser le fait d'envoyer mes hommes à la maison dans des sacs mortuaires en plastique noir. Je ne saignerai pas mon unité à blanc, pour économiser quelques euros sur le budget. Les cadres se sont agités inconfortablement sur leurs chaises en cuir coûteuse. Catherine Ellsworth n'a pas bronché. Elle a étudié la rigidité de ma mâchoire, elle a regardé les cicatrices blanches délavées visibles sur mes jointures, elle a vu les choses même que ma propre mère avait qualifiées de dégoûtantes. Puis Catherine s'est levée, elle a tendu la main droite au centre de la table en chêne. « Je suis assise dans ce fauteuil depuis longtemps », a déclaré Catherine. Sa voix a transpercé l'air glacial de la salle de conférence. Je n'ai jamais vu un officier donner la priorité au pouls de ses soldats, plutôt qu'à un rapport de performance brillant. Le contrat de 3,8 millions d'euros est à vous, Major. J'ai tendu la main, et nous nous sommes serrés la main. Sa poigne était comme un étau en acier. Cette seule poignée de main m'a donné la seule chose que ma propre chair et mon propre sang m'avaient violemment arraché, dans cette cuisine 10 ans plus tôt. L'honneur. Ma mère m'avait dit que j'allais être une concierge, une ratée, une blague. Elle n'aurait pas pu être plus aveugle. Je me suis assise à une table avec des géants, et j'ai été traité comme leur égal. De retour au présent, je me tenais dans mon bureau. J'ai tenu la copie finalisée et signée, de ce même contrat Ellsworth. J'ai placé l'épaisse pile de papier, à l'intérieur de mon lourd coffre-fort mural en acier. J'ai saisi la poignée métallique, et j'ai poussé la lourde porte en acier. Le mécanisme de verrouillage s'est enclenché, avec un clic métallique profond, et satisfaisant. La paix. Un contrôle total sur mon environnement. Le bourdonnement calme, et discipliné, de la base militaire à l'extérieur de ma fenêtre. J'avais construit une forteresse. Puis le téléphone de bureau a sonné. C'était un son aigu, et strident. Il a brisé le silence du bureau. L'identifiant de l'appelant affichait un indicatif régional civil, Indiana. J'ai fixé les chiffres rouges lumineux, la mâchoire crispée. J'ai décroché le récepteur en plastique. Major Holloway, ai-je répondu. Un soupir nasal, et sec, a traversé le haut-parleur. Un son, que je n'avais pas entendu depuis 7 ans. Es-tu toujours en vie? C'était Paige, ma sœur, l'enfant choyé, la directrice marketing. Sa voix dégoulinait du même poison arrogant et prétentieux qu'elle avait appris directement de Diane. Je me fiance ce week-end, a annoncé Paige. Elle n'a pas demandé comment j'allais, elle ne s'est pas excusée pour la dernière décennie. Maman dit que tu dois être là. La famille du marié a beaucoup d'argent. Nous devons avoir l'air d'une famille heureuse et complète pour les photos. Ne gâche pas ça pour moi. L'avis de mobilisation était servi. L'ennemi me sortait de ma forteresse, me ramenant directement dans les tranchées étouffantes de Carvey. J'ai failli raccrocher le téléphone. Carvey n'était plus ma maison, c'était un cimetière de mauvais souvenirs et d'attentes étouffantes. Mais Paige a lâché 2 informations,
qui ont fait geler mon doigt sur le récepteur. D'abord, elle a mentionné le nom de la famille du marié, les Ellsworth. Mon intuition tactique s'est instantanément allumée en rouge. Ensuite, Paige a mentionné grand-mère Ruth. Elle a dit que la femme de 78 ans était maintenant confinée à un fauteuil roulant. Mais elle insistait pour assister au dîner, juste pour me voir. C'était mon seul point faible, ma seule faiblesse émotionnelle. Le samedi après-midi, j'ai conduit 4 heures d'affilée, pour retourner à la cage de verre de Carvey, dans l'Indiana. Les pneus lourds de mon camion ont crissé contre l'asphalte chaud, alors que je me garais sur le parking du Birchwood. C'était un restaurant de grillades haut de gamme. Le genre d'endroit où les locaux vont pour prétendre avoir de l'argent ancien et de la classe. J'ai soigneusement planifié ma tenue pour la soirée. Pas d'uniforme de cérémonie, pas de barrette d'argent de capitaine ou de feuille de chêne de major sur mon col, pas de médaille sur ma poitrine. J'ai porté un chemisier bleu marine à 15 €, d'un magasin discount. Un pantalon gris basique, et des ballerines noires pratiques. Le tissu du chemisier était bon marché, et fin. Il frottait inconfortablement, contre la cicatrice kéloïde en relief sur mon omoplate. C'était le camouflage urbain parfait. Dissimulation totale. Je marchais derrière les lignes ennemies, et je devais rester invisible. J'ai franchi les lourdes portes doubles en verre, dans le hall du restaurant. Diane se tenait juste à l'entrée. Elle jouait les gardiennes, contrôlant rigoureusement le flux de trafic vers l'événement privé. Elle portait une robe de cocktail moulante, et une épaisse couche de fond de teint. L'air autour d'elle était étouffant. Lourdement saturé, de l'odeur d'un parfum de rose synthétique, et bon marché. Quand Diane m'a vu, son sourire mondain répété a disparu de son visage. Ses yeux se sont plissés, elle m'a scanné de la tête aux pieds, de mes cheveux simples jusqu'à mes chaussures plates, comme un lecteur de code-barre défectueux. Elle n'a pas pris la peine de cacher son dégoût. « Tu as l'air très à l'aise », a dit Diane. Sa voix dégoulinant de sa condescendance familière. « Je pensais vraiment que tu porterais quelque chose d'un peu plus présentable, pour un événement aussi important. » Elle a tendu la main, et a serré mon épaule. Ses ongles en acrylique manucuré ont percé durement le tissu fin de mon chemisier, s'enfonçant dans ma peau nue. C'était un geste de pouvoir physique, un ordre silencieux de rester à ma place. Je n'ai pas bronché. J'ai regardé par-dessus son épaule. Mon père, Gérald, se tenait à quelques mètres, tenant un verre de bourbon. Il m'a vu le regarder, il a immédiatement baissé les yeux, fixant intensément le motif géométrique du tapis du hall. Il préférait faire comme si j'étais invisible, plutôt que de défendre sa propre fille. Chloé. Je me suis tourné. Paige s'est approchée de moi, traînant un homme grand, et a l'air nerveux par le bras. Ma sœur portait une robe de soirée en satin de soie sur mesure, avec une fente haute sur la jambe. Le tissu lisse captait la lumière du lustre coûteux au-dessus, il avait l'air luxueux. Il ressemblait exactement à la prime de risque, que j'avais l'habitude de virer à la maison, depuis une zone de combat. Paige s'est arrêtée devant moi, elle n'a pas offert d'étreinte. « Gareth, voici ma grande sœur, Chloé », a dit Paige. Elle a utilisé un ton lent et plein de pitié. Le ton exact que l'on utilise pour présenter un parent éloigné, et malheureux, à la bonne société. Elle travaille dans des camps militaires lointains. Elle n'a pas vraiment de titre de poste spécifique, ou quoi que ce soit d'important. Gareth a offert un sourire poli, et gêné. Il a tendu la main. Sous la table de mes manches bon marché, mes doigts se sont repliés vers l'intérieur. Mes ongles se sont enfoncés profondément, dans mes paumes calleuses. Je n'ai pas riposté, on ne gaspille pas de munitions réelles sur des fantassins. J'ai regardé la bague en diamant brillante de Paige, puis son visage parfaitement maquillé. « Félicitations », ai-je dit. Ma voix était complètement plate. Je n'ai pas attendu qu'il réponde. J'ai contourné la mariée, et j'ai dépassé le poste de contrôle de ma mère, poussant les lourdes portes en chêne, pour entrer dans la salle à manger privée, dressée pour 23 personnes. La pièce bourdonnait du bruit des glaçons qui s'entrechoquaient dans les verres, et de rires polis et forcés. J'ai balayé le périmètre, et j'ai repéré mon objectif, dans le coin le plus éloigné de la pièce. Grand-mère Ruth était assise dans son fauteuil roulant, nichée tranquillement à côté d'une petite table d'appoint. Je me suis approché, et je me suis agenouillé à côté d'elle, sur le parquet. J'ai pris sa main frêle et ridée dans la mienne, sa peau ressemblait à du papier fin sur des os fragiles. « Ma fille d'acier est là », a chuchoté Ruth. Un sourire sincère et chaleureux
a éclairé son visage buriné. J'ai serré sa main, et pendant une seconde, le bruit de la pièce s'est estompé. Puis les lourdes portes en chêne, à l'avant de la pièce, se sont ouvertes. Une silhouette est entrée, le bruit sourd et autoritaire d'un talon bas a frappé le parquet. C'était un son que je connaissais bien. L'ancienne amirale de la marine, Catherine Ellsworth. Elle portait un tailleur pantalon sombre, sur mesure. Elle ressemblait à un loup se promenant nonchalamment, dans un enclos rempli de moutons bruyants, et inconscients. Catherine s'est arrêtée près du bout de la longue table à manger. Elle a lentement balayé la pièce du regard, faisant un inventaire visuel calculé des invités. Ses yeux gris froids ont dépassé Paige, ils ont dépassé Diane, puis sa ligne de mire s'est verrouillée, sur le coin le plus éloigné de la pièce. Ses yeux se sont posés directement, sur mon chemisier bleu marine bon marché. L'amiral a cessé de bouger complètement, ses yeux se sont plissés, un froncement de sourcils aigu et mortel a plissé son front. Elle a reconnu la posture rigide, elle a reconnu le visage de la major des marines, qui venait de signer un contrat de 3,8 millions d'euros avec son groupe de défense. Nous nous sommes regardés, à travers la pièce bondée. Cible acquise. Avant que l'une ou l'autre de nous ne puisse faire un mouvement, un son aigu et retentissant a fendu l'air. Diane se tenait en bout de table, tenant une cuillère en argent, la frappant agressivement contre le bord de son verre à vin en cristal. « Excusez-moi, tout le monde », a annoncé Diane. Sa voix montant d'un ton, pour prendre une intonation mielleuse et écœurante. « Si nous pouvions tous nous asseoir, j'ai quelques mots à dire sur ma belle famille. » Le spectacle allait commencer, et le détonateur était déjà armé. Le bruit de la cuillère en argent heurtant le verre à vin en cristal était aigu, et grinçant. Il a tranché net le faible bourdonnement de la conversation. Diane se tenait en bout de table, elle a lissé le devant de sa robe de cocktail, arborant un sourire éclatant, et parfaitement répété. Elle a commencé son discours, c'était une performance théâtrale. Elle a fait l'éloge de Paige, vantant sa vision incroyable, et sa brillante carrière d'entreprise dans le marketing. Elle a désigné chaque membre de la famille assis autour de la table, citant fièrement leurs titres. Directeurs de succursales, courtiers immobiliers, consultants principaux. Elle a fait le tour, vantant le CV de la famille Holloway aux Ellsworth. Puis, ses yeux m'ont dépassé comme si j'étais un fantôme, comme si ma chaise était complètement vide. Robert Ellsworth, le père du marié, s'est penché en avant, il a froncé les sourcils. C'était un type perspicace, il a remarqué l'omission flagrante. Il m'a regardé, un sourire poli aux lèvres. « Et vous, Chloé ? Que faites-vous » a demandé Robert. J'ai ouvert la bouche. Je n'ai même pas eu le temps de prononcer la première syllabe. Diane est intervenue. « Oh, Chloé ne fait que nettoyer les casernes militaires » a-t-elle dit. Elle a fait un geste de la main dédaigneux, comme si elle chassait une mouche. Ce sourire de mondaine écœurant est resté super collé à son visage. Un peu comme une concierge. Ça paie les factures, je suppose. J'ai arrêté de respirer. L'air dans la pièce a semblé se transformer en plomb. Mon père, Gérald, était assis juste à côté d'elle. L'homme qui ne m'avait jamais défendu un seul jour de ma vie, a pris une lente gorgée de son bourbon. Il a hoché la tête, il a réellement hoché la tête. Honnêtement, chaque famille a son mouton noir, n'est-ce pas, a gloussé Gérald. Un son faible, et pathétique, destiné à acheter l'approbation d'étrangers riches. Pour être honnête, nous avons abandonné tout espoir pour elle, il y a bien longtemps. En moins de 10 secondes, ils ont pris 10 ans de ma vie. 10 ans de sang, de sueur, de boue gelée, et de primes de risque. 10 ans, à maintenir les gens en vie. Ils ont tout chiffonné comme un vulgaire déchet, et l'ont jeté en plein milieu de la table, devant 23 personnes. Ils ont sacrifié toute mon existence, juste pour paraître un peu plus grand. Je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas levé, je n'ai pas renversé la table, ni crié. Je suis resté parfaitement immobile, je me suis mis au garde à vous. Ma colonne vertébrale verrouillée, mes épaules carrées, la peau de mon visage est devenue complètement insensible. La pièce est devenue silencieuse, je pouvais entendre le faible bourdonnement de l'unité de climatisation au plafond. J'ai regardé Diane, j'ai regardé Gérald. Je n'étais plus en colère, j'étais froide. J'ai fait le rapprochement entre leurs mots vicieux, et le message que je venais de lire sur le téléphone de Paige, à l'entrée. Ne laisse absolument pas Chloé ouvrir la bouche ce soir. Ils avaient un plan, ce n'était pas un accident.
Ils ont formé un peloton d'exécution, et ils ont tous accepté de tirer ensemble. J'ai cessé de les regarder. J'ai déplacé mon regard, tout au long de la longue table en acajou. J'ai croisé les yeux de la seule personne, qui comptait dans la pièce, l'ancienne amirale de la marine, Catherine Ellsworth. Elle était assise parfaitement immobile. Ce n'était pas une civile. Ce n'était pas le genre de femme, qu'on pouvait tromper avec de la politique de country club bon marché. Catherine avait commandé des flottes entières, elle pouvait repérer un menteur à 1 kilomètre. Catherine a lentement pris sa lourde fourchette en argent, elle l'a tenue au-dessus de son assiette en porcelaine. Puis, elle l'a laissé tomber. Clac. Le bruit métallique sec a résonné dans la salle à manger privée. Ce n'était pas fort, mais il a transpercé la tension ambiante, comme un coup de feu. Diane a cessé de sourire, sa bouche s'est refermée d'un coup sec. La pièce est devenue silencieuse. Catherine n'a pas regardé Robert, elle n'a pas regardé Paige, elle a fixé Diane droit dans les yeux. Un lent et terrifiant froncement de sourcils s'est dessiné sur le visage de l'amiral. Puis Catherine a tourné la tête, elle a déplacé son regard gris froid, directement sur moi. Elle a levé un sourcil, sa voix était un grondement grave et dangereux, qui a commandé la pièce entière. Avant que je ne vous dise exactement ce que Catherine a fait ensuite, je dois vous demander de faire quelque chose pour moi. Si vous avez déjà été le bouc émissaire de votre famille, si vous vous êtes déjà assis à une table et avez écouté vos propres parents vous dénigrer, juste pour mettre en valeur un enfant choyé, cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant. Laissez un commentaire et tapez le mot survivre, si vous savez à quel point il faut de la force, pour garder la bouche fermée et le dos droit, pendant qu'il monte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne, finissons ce combat ensemble. Attendez une seconde, a dit Catherine. La température dans la pièce a chuté de 10 degrés. Êtes-vous la major? Cette seule question de Catherine est tombée au centre de la table à manger en acajou, comme une grenade à fragmentation dégoupillée. Elle n'a pas explosé immédiatement, elle est juste restée là, lourde et létale. Forçant tout le monde dans la pièce, à la fixer. Diane a paniqué. Le masque de haute société, lourdement répété, qu'elle avait porté toute la soirée, a glissé de son visage. Révélant la fraudeuse désespérée, et brouillonne, en dessous. Elle a agité les mains frénétiquement. Essayant de repousser physiquement l'humiliation soudaine, et écrasante, qui se refermait sur elle. Ses lourds bracelets en or, se sont entrechoqués. Oh non, Catherine, vous devez vous tromper, a bafouillé Diane. Sa voix a perdu son cadence suave, et étudiée de country club. Se transformant en un cri strident, et grinçant, qui ressemblait à une charnière de porte rouillée. Chloé n'est pas, elle ne fait que pousser un balai autour du. Catherine n'a pas crié, elle n'a pas discuté. L'ancienne amirale n'a même pas bougé de sa chaise. Elle a simplement levé un seul doigt en l'air, un seul doigt. Ordre de silence total, et absolu. Je demande un rapport de situation à Chloé, a dit Catherine. Sa voix était un grondement grave, et guttural, qui a vibré à travers le bois poli de la table. C'était la voix d'une femme, qui avait commandé des navires de guerre à travers les océans. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, Diane. Ma mère a fermé la bouche si vite, que ses dents ont claqué audiblement dans la pièce silencieuse. Elle a dégluti difficilement, sa gorge a visiblement bougé sous son lourd maquillage. À côté d'elle, Gérald s'est complètement figé sur sa chaise. Il ressemblait exactement à un cerf pris dans les phares d'un semi-remorque. Je n'ai pas changé de posture. Ma colonne vertébrale est restée verrouillée, contre le dossier dur en bois de la chaise de salle à manger. Mes deux mains reposaient à plat sur la nappe en lin blanc. Doigts joints, pouces rentrés. Le tissu de mon chemisier bleu marine bon marché à 15 € était tendu sur mes épaules. Peu importait ce que je portais, on n'achète pas la discipline dans un magasin de déstockage. Je n'ai pas élevé la voix. Mais j'ai parlé, avec la clarté nette et froide, d'un officier de combat donnant des ordres sur un réseau radio. Oui, amiral, ai-je répondu. Je suis une officier en service actif, dans le corps des marines des États-Unis. Je commande une unité logistique tactique spéciale. De l'autre côté de la table, le visage parfaitement maquillé de Paige s'est déformé. La future mariée suffisante et privilégiée, avait l'air de s'être pris une brique mouillée en pleine face. La soie de sa robe coûteuse a bruissé alors qu'elle se déplaçait nerveusement. Elle a vivement tourné la tête vers Diane, la suppliant silencieusement, de réparer la situation. De trouver un mensonge, de me ramener dans la boue,
où j'étais censé être. Mais Diane était inutile, elle était trop occupée à s'agripper au bord de la table. Ses jointures étaient d'un blanc d'os, elle tremblait visiblement. Le mot amiral venait de s'enregistrer dans son petit cerveau superficiel. Elle avait passé la dernière heure à traiter Catherine, comme une riche civile de son rang. Totalement aveugle au fait qu'elle était assise en face d'un titan militaire 4 étoiles. Catherine a gardé ses yeux gris froids, rivés sur les miens. J'ai vu une faible et dangereuse lueur d'approbation traverser son expression. L'interrogatoire a continué. Précis, professionnel, sans fioriture. Juste les données brutes et indéniables. Effectif sous votre commandement direct, a demandé Catherine, son ton ignorant complètement les 21 autres civils de la pièce. 283 marines, mon amiral, ai-je répondu sans hésiter. Portée opérationnelle ? 14 installations militaires nationales, secteur de la côte et du Midwest. À ma gauche, la main de Gérald a commencé à trembler. Le lourd verre à bourbon en cristal, qu'il tenait, a secoué de manière incontrôlable. Les glaçons ont heurté les parois du verre. Clac, clac, clac. C'était un son creux et pathétique. Un lâche qui tremble dans sa cage. Il a pris une gorgée nerveuse, mais l'alcool n'a pas arrêté le tremblement de ses mains. Diane m'a dévisagé, avec des yeux grands et horrifiés. Ses lèvres ont bougé, mais aucun son n'en est sorti. Puis, un murmure brut et inconscient s'est échappé de sa bouche. Complètement dépourvu de son arrogance habituelle. Comment ? Comment est-ce possible ? Elle ne pouvait pas le comprendre, son cerveau court-circuitait en temps réel. Pendant 10 ans, elle avait construit toute son identité, autour du mensonge qu'elle avait une fille d'entreprise à succès, et un échec massif. Elle ne pouvait pas accepter le fait brutal, et indéniable, que la fille qu'elle avait rejetée, détenait maintenant le pouvoir de vie et de mort, sur des centaines de personnes. Mon budget opérationnel mensuel pourrait acheter et vendre le petit département marketing civil de Page, 10 fois, avant le petit déjeuner. Robert Ellsworth s'est adossé à sa chaise. Le père du marié a tourné la tête, et a regardé directement Gérald. Le regard sur le visage de Robert était un pur dégoût sans phare. Les Ellsworth étaient une famille de la défense. Ils comprenaient le poids d'une commission militaire. Le cœur pourri et toxique de la famille Holloway était complètement exposé sous les lustres brillants et coûteux du restaurant. Il venait de se moquer publiquement d'un officier commissionné qui gérait des millions d'actifs fédéraux. Diane a senti le jugement se refermer sur elle, son instinct de survie reptilien s'est mis en marche. Elle a tenté de forcer ce faux sourire écœurant à revenir sur son visage. Ses muscles faciaux se sont contractés, alors qu'elle ouvrait la bouche, se préparant désespérément à pivoter. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Elle s'apprêtait à prétendre qu'elle plaisantait, elle s'apprêtait à jouer la victime. À faire comme si j'avais caché ma vie pour la faire paraître stupide, devant ses futurs beaux-parents. Catherine ne lui a pas donné l'oxygène pour parler. L'ancien amiral s'est adossé à sa chaise, tenant le silence dans la pièce comme une arme physique. Elle a baissé la main sur ses genoux, elle a lentement ouvert le lourd fermoir magnétique, de son sac à main en cuir noir coûteux. Elle a glissé sa main dans le compartiment sombre. Il y a eu un bruit sec, et froid, de métal lourd se déplaçant contre le cuir. La pièce entière a cessé de respirer. Le bruit ambiant du restaurant, à l'extérieur des portes privées, a semblé s'estomper complètement. Chaque paire d'yeux autour de cette longue table en acajou s'est braqué, collé à la main de Catherine, alors qu'elle la sortait lentement du sac. Catherine a sorti sa main de son sac à main en cuir coûteux. Elle a tenu son poing directement au-dessus du centre de la table en acajou, et elle a ouvert les doigts. Un lourd jeton de défi plaqué or est tombé sur le bois poli. La lumière crue du restaurant a frappé l'emblème gravé du corps des marines, sur sa surface. Il a tourné sur son bord lourd, un bourdonnement métallique vibrant contre le silence de la pièce, puis le jeton s'est effondré à plat contre la table, avec un claquement sec. Catherine a tendu la main, et a fait glisser le lourd jeton sur le bois, le poussant directement devant l'assiette de Diane. Mon groupe de défense vient de conclure un contrat fédéral de 3,8 millions d'euros, avec l'unité du Major Holloway, a déclaré Catherine. Sa voix n'a pas monté en volume, mais le poids écrasant de son autorité a pesé sur chaque personne dans la pièce. Elle a personnellement commandé un exercice tactique à balles réelles, et elle s'est assise directement en face de moi, à ma table de salle de conférence, pour négocier les termes.
Une dévastation complète, totale. Le genre de destruction qui laisse un cratère. Chaque goutte de sang s'est retirée du visage de Diane, sa peau a pris la couleur du ciment humide. Elle ressemblait à un cadavre, soutenu dans une robe de cocktail. Gérald était complètement paralysé, sa bouche pendait ouverte dans une expression stupide et molle. Il fixait le jeton doré brillant sur la table, comme si c'était un serpent vivant, prêt à frapper. Robert Ellsworth en avait assez entendu. Il s'est penché en avant, croisant les bras sur sa poitrine, et a regardé droit vers Gérald. Sa voix dégoulinant d'un dégoût pur, et sans vergogne. Vous venez de vous asseoir là, et de me dire que vous aviez renoncé à un officier militaire commissionné, qui gère des millions d'actifs fédéraux, a demandé Robert. Il a secoué la tête lentement. Êtes-vous devenu fou? L'illusion était morte. La réputation creuse et brillante, que les Holloway avaient essayé de construire, s'est brisée en 1000 morceaux sur le sol d'un restaurant de grillades. Mais les narcissiques ne se rendent jamais. Lorsqu'ils sont acculés, ils ne s'excusent pas, ils changent simplement le scénario. L'instinct de survie de Diane a pris le dessus, ses muscles faciaux se sont contractés, elle a forcé ses yeux à s'emplir de larmes. De véritables larmes humides de fausse trahison ont coulé sur ses joues poudrées. Elle a claqué sa main à plat contre la table. Nous ne savions pas, a gémi Diane. Sa voix se brisant parfaitement, comme sur un signal. Elle a pointé un doigt manucuré, et tremblant, droit sur moi. Elle nous l'a caché. Elle a gardé toute sa vie secrète, exprès, juste pour nous tendre un piège. Elle voulait nous humilier, devant votre famille ce soir. C'était la manœuvre classique, nier les abus, attaquer la victime, jouer le martyr. Je ne l'ai pas laissé respirer, je ne lui ai pas laissé gagner un pouce de terrain. Je vous ai signalé ma promotion en 3e année, ai-je dit. Ma voix était complètement plate, glaciale. J'ai coupé court à sa performance théâtrale pathétique. Je vous ai dit que j'avais été nommé capitaine, et vous m'avez demandé, est-ce que ça veut dire que tu dois maintenant diriger 38 personnes, pour balayer les ordures autour de la base? Diane a cessé de pleurer instantanément, ses yeux se sont exorbités. Les fausses larmes ont séché, remplacées par une rage pure et frénétique. Je n'ai jamais dit ça, a crié Diane. Sa voix a résonné fort, contre les murs de la salle privée. Vous êtes une menteuse. Je ne dirai jamais quelque chose d'aussi dégoûtant, à ma propre fille. Vous avez dit exactement cela, Diane. La voix venait du fond de la pièce. Elle n'était pas forte, mais elle portait le poids lourd, et indéniable, d'un juge rendant une sentence finale. Toutes les têtes de la pièce se sont tournées. Grand-mère Ruth était assise droite dans son fauteuil roulant, tenant fermement sa canne en bois à 2 mains, la mâchoire serrée. Vous l'avez mise sur haut-parleur, en plein milieu de la cuisine, a poursuivi Ruth. Elle a dévisagé sa belle-fille sans ciller. J'étais assise à la table, j'ai entendu chaque mot vicieux qui est sorti de votre bouche. Le dernier clou dans le cercueil. Enfoncé directement dans le bois, par la femme la plus âgée de la pièce. La bouche de Diane s'est ouverte, et fermée comme un poisson mourant sur un quai. Elle a regardé autour de la table, elle a regardé Paige, qui fixait actuellement son giron, refusant de la regarder dans les yeux. Elle a regardé Gérald, qui se recroquevillait activement sur sa chaise, essayant de disparaître dans le rembourrage. Elle a regardé les Ellsworth, qui la dévisageaient avec une révulsion nue, et non filtrée. Il n'y avait plus nulle part où se cacher, les projecteurs étaient trop brillants. Diane a craqué. Elle n'a pas pu supporter l'humiliation publique une seconde de plus. Elle a repoussé sa chaise violemment, le bois a grincé bruyamment contre le sol. Elle s'est précipitée autour de la table vers moi, elle a attrapé mon bras gauche, sa prise était complètement frénétique. Ses ongles pointus en acrylique ont percé durement mon chemisier bleu marine bon marché, pinçant la peau juste au-dessus de ma cicatrice d'éclat d'obus. Sors, a sifflé Diane entre ses dents serrées. Son souffle était chaud et saccadé. Elle a tiré fort sur mon bras, m'arrachant de ma chaise. Je l'ai laissé faire, je n'ai pas résisté. Je ne voulais pas provoquer une bagarre physique, devant le partenaire commercial de mon commandant. Je l'ai laissé me traîner vers la sortie. Diane a poussé les lourdes portes en chêne, et m'a tiré dehors, dans le couloir vide, et tapissé de rouge. Les lourdes portes se sont refermées derrière nous. Le public était parti, les Ellsworth étaient partis. Nous étions complètement seuls, dans le couloir calme et faiblement éclairé. Le masque s'est complètement brisé. Diane n'était plus une mondaine de country club,
poli. C'était un animal acculé. Sa poitrine se soulevait, ses yeux étaient grands, injectés de sang, et complètement maniaques. Elle m'a acculé contre le papier peint texturé du couloir. S'agrippant toujours à mon bras, assez fort pour laisser des bleus. Elle s'est penchée tout près. L'odeur de son parfum de rose bon marché était suffocante. Elle s'est préparée à lancer la bombe la plus lourde, la plus destructrice qui lui restait dans son arsenal. Tu as fait ça exprès, tu as ruiné cette famille, a sifflé Diane. Sa voix a résonné sur le papier peint texturé, dans le couloir vide et faiblement éclairé, à l'extérieur de la salle à manger privée. Elle tremblait, sa poitrine se soulevait, tendue contre le tissu de sa robe de cocktail. Elle a agrippé mon bras, ses ongles pointus en acrylique s'enfonçant dans ma peau. Si tu sors de cette porte ce soir, tu perds tout, a craché Diane. Elle s'est penchée plus près, son parfum de rose bon marché était suffocant. Tu n'auras plus de famille. Tu n'auras absolument rien. Chantage émotionnel, la dernière arme désespérée d'un narcissique acculé. Elle essayait de prendre ma biologie en otage. J'ai plongé mon regard dans ses grands yeux maniaques. J'avais regardé dans les yeux de Marine de 19 ans, se vidant de leur sang dans la terre. Je savais à quoi ressemblait la vraie peur. Ce n'était pas de la peur. C'était juste la panique bon marché, et l'aide, d'un fraudeur perdant son public. J'ai levé la main droite, j'ai saisi son poignet. Je n'ai pas serré fort, mais j'ai exercé une pression suffisamment solide, pour lui faire savoir qu'elle était complètement dépassée. J'ai détaché ses doigts de mon bras, un par un. J'ai repoussé sa main, et j'ai calmement lissé le tissu froissé de ma manche de chemisier bon marché. J'aurai exactement ce que j'ai déjà, ai-je dit. Ma voix était de glace. Pas de cris, pas de tremblement. 83 marines qui mouraient pour moi, une carrière bâtie sur un véritable honneur, et une grand-mère qui se souvient de mon nom, bon sang. Diane a reculé physiquement, elle a trébuché d'un demi-pas en arrière. La vérité brute et non filtrée, l'a frappée comme un coup physique. Derrière elle, la lourde porte en chêne de la salle à manger s'est entr'ouverte de quelques centimètres. Paige a jeté un coup d'œil. L'enfant choyé avait l'air terrifié, son mascara avait coulé. De véritables larmes de regret et d'humiliation se lisaient dans ses yeux. Le monde faux et brillant, dans lequel elle avait vécu toute sa vie, venait d'être réduit en miettes. Je ne lui ai offert aucun réconfort. On ne peut pas négocier avec des gens qui ne vous respectent que lorsque vous avez le pouvoir. J'ai dépassé Diane, j'ai poussé la lourde porte en chêne, et je suis retourné dans la salle à manger privée. Le silence à l'intérieur était assourdissant. 21 personnes étaient assises, complètement figées. Personne ne mangeait, personne ne parlait. L'air était si épais, qu'on aurait pu le couper au couteau. Robert Ellsworth dévisageait Gérald, avec un regard de pur mépris. Gérald fixait son verre de bourbon vide, l'air d'un chien battu. J'ai marché droit vers ma chaise, je ne me suis pas assise. Je me suis tenu derrière, les pieds écartés à la largeur des épaules. J'ai fermement joint mes mains derrière mon dos. Je ne m'assiérai jamais à une table, où mes parents dégradent intentionnellement mon service, ai-je annoncé. Ma voix a porté clairement, jusqu'à chaque coin de la pièce. Ce n'est pas une punition. C'est une limite. La lourde porte a claqué derrière moi, Diane s'est précipitée dans la pièce, elle vibrait pratiquement de rage. Elle ne pouvait pas supporter le fait que je prenais le contrôle du récit. Je suis ta mère, a hurlé Diane, sa voix se brisant bruyamment. Le bruit du bois massif heurtant le parquet, la coupait nette. Grand-mère Ruth était assise dans le coin de la pièce, elle tenait sa lourde canne en bois dans sa main droite. Elle venait de la frapper au sol avec une force surprenante. Assieds-toi, Diane, a aboyé Ruth. Sa voix n'était pas frêle, c'était un commandement. Un coup de tonnerre sec, et indéniable, de la matriarche de la famille. Diane s'est figée, la bouche bée. Elle a regardé Ruth, puis les Ellsworth, qui la dévisageaient comme si elle était un animal malade. Les épaules de Diane se sont affaissées, le combat maniaque s'est complètement dissipé en elle. Elle a traîné les pieds jusqu'à sa chaise, et s'est effondrée sur le siège. La tyrannie était terminée, la dictatrice était tombée. J'ai lâché mes mains, j'ai traversé la pièce, mes chaussures plates faisant des bruits sourds, et réguliers, sur le parquet. Je me suis arrêté juste à côté du fauteuil roulant de grand-mère Ruth. Je me suis agenouillé, me mettant à sa hauteur. Elle a tendu ses mains frêles, et tremblantes.
Elle a pris ma main droite, balafrée et calleuse. Elle n'a pas regardé les lignes blanches en relief sur mes jointures, avec dégoût. Elle a frotté son pouce dessus, doucement. Elle a pressé un petit morceau de papier, plié serré, dans ma paume. Tu as gagné, a chuchoté Ruth, ses yeux brillants et humides. J'ai refermé mon poing autour du papier, je me suis levé. J'ai tourné mon corps, et j'ai regardé droit sur toute la longueur de la longue table. J'ai croisé les yeux de Catherine Ellsworth. L'ancienne amirale était adossée à sa chaise, observant toute l'exécution avec une approbation calme et froide. Merci d'avoir posé la question, amiral, ai-je dit. Catherine a esquissé un lent sourire, aussi tranchant qu'un rasoir, au coin de sa bouche. Elle a offert un seul signe de tête sec, et précis. Merci d'y avoir répondu, Major. Je me suis retourné. Je n'ai pas regardé Diane, ni Gérald, ni Paige. Ils étaient des fantômes pour moi maintenant. Juste des dommages collatéraux, laissés sur un champ de bataille. Je suis sorti de la pièce, mais pas mesuré, discipliné. La lourde porte en chêne s'est refermée derrière moi. Le loquet en laiton s'est enclenché, avec un clic. Le bruit a résonné dans le couloir vide, verrouillant le passé pour toujours. J'ai conduit 3 miles sur l'autoroute sombre de l'Indiana, avant de me garer sur le bas-côté. Les pneus lourds de mon camion ont crissé bruyamment sur le gravier meuble d'un parking d'église vide. J'ai mis la vitesse en position parking, j'ai tourné la clé de contact vers l'arrière. Le moteur lourd a grondé, et s'est éteint. Le silence à l'intérieur de la cabine du camion était immédiat. Il était épais, il pressait fort contre mes tympans. J'ai levé la main, et j'ai allumé le plafonnier. Une faible lueur jaune a baigné le tableau de bord. J'ai ouvert ma main droite. Le petit morceau de papier carré de grand-mère Ruth était écrasé dans ma paume. La surface du papier était rugueuse. Je l'ai lissé contre le plastique dur du volant. L'encre était délavée, l'écriture tremblante. Mais les lettres étaient profondément enfoncées dans la page. Ta mère a hérité de la peur. Tu as hérité du courage. N'attends pas qu'il te voie. Les gens qui comptent, le font déjà. J'ai fixé l'encre noire. 10 ans. 10 ans à construire de lourds murs d'acier autour de ma poitrine. 10 ans à marcher dans la boue. En prétendant que cela m'était égal, que ma propre chair et mon propre sang, m'aient jeté comme un déchet. Ma gorge s'est nouée, une douleur physique aiguë a fendu le centre de mes côtes. L'armure s'est brisée. J'ai laissé tomber ma lourde tête sur le haut du volant. Le plastique froid a pressé contre mon front. J'ai fermé les yeux, et j'ai pleuré. Ce n'était pas un pleur silencieux, et poli. C'était une libération lourde, saccadée, et violente. Mes épaules ont secoué. 10 ans de poison toxique se sont écoulés de mes poumons dans l'obscurité. J'ai fouillé dans ma poche, et j'ai sorti le vieux mouchoir en coton. Le tissu rugueux, avec les lettres RH brodées, a absorbé l'humidité chaude. Il a complètement nettoyé la dernière plaie infectée. Les retombées se sont propagées à travers Carvey, comme une démolition contrôlée. Les petites villes vivent de ragots. La vérité sur le dîner des Ellsworth s'est répandue dans le country club local, dès le lundi matin. Diane a perdu le contrôle total de son faux récit. L'image polie, et parfaite, qu'elle avait passé des décennies à construire, était partie. Elle a été exposée à toute la communauté, comme une fraudeuse qui s'est moquée d'un officier militaire décoré, pour impressionner de riches étrangers. La honte fut absolue. L'écran de mon téléphone s'est allumé, 2 jours plus tard. Un message de Gérald. Je suis désolé, Chloé. J'aurais dû dire quelque chose à table. Les excuses d'un lâche, trop peu, trop tard. Il m'a regardé saigner sur le sol, et n'a offert un pansement qu'après la retraite de l'ennemi. J'ai fixé les lettres lumineuses sur l'écran de verre, je n'ai pas tapé de réponse. Je n'étais pas en colère, je ne ressentais juste rien. J'ai fait glisser mon pouce sur l'écran, supprimé. Disparu. Paige a mis plus de temps à craquer. Mais 1 mois plus tard, une berline argentée s'est arrêtée, à la porte principale des visiteurs de la base du corps des marines, en Caroline du Nord. Elle a conduit 12 heures, seule. Elle s'est assise dans le centre de sécurité, l'air petite, et complètement déplacée parmi les uniformes. Elle ne portait pas de soie de créateur, elle portait un simple pull gris. Le mensonge de 10 ans a été écrasé sous les lourdes chenilles de la vérité.
Elle essayait enfin de comprendre comment être une vraie sœur, dépouillée de son immunité d'enfant choyé. Lundi matin, 6 heures. Je suis entré dans le poste de commandement. La climatisation était glaciale, les néons bourdonnaient au-dessus de ma tête. Le sergent-chef Maria est entrée dans mon bureau, ses lourdes bottes frappant le sol d'un rythme régulier. Elle a posé une épaisse tasse en céramique, sur mon bureau en acier. Du café noir, torréfaction foncée. L'odeur amère et brûlée a rempli l'air. « Bonjour, Major », a dit Maria. Elle a fait un signe de tête sec, et est retournée sur le plancher des opérations. Je me suis assise dans mon lourd fauteuil de bureau. J'ai réveillé mon ordinateur portable crypté, un canal de messagerie sécurisé a clignoté sur l'écran. L'expéditeur était Catherine Ellsworth. Major Holloway. Les familles sont compliquées, mais le champ de bataille ne l'est pas. Nous avons reçu vos paramètres logistiques révisés. Le contrat s'élargit. Préparez votre unité pour la prochaine phase. J'ai lu les mots 2 fois, je me suis adossé à ma chaise. Un lent et silencieux sourire s'est dessiné sur mon visage. J'ai repensé aux mots que Diane m'avait crachés à travers cette table de salle à manger. Chloé ne fait que du nettoyage dans les casernes militaires, un peu comme une concierge. Diane avait en fait raison, sur un point. Je suis une nettoyeuse. Je nettoie les risques, j'élimine les menaces, je gère le chaos. Pour que les civils ignorants et ingrats, qui dorment dans leur lit confortable, puissent rester parfaitement en sécurité. C'est un sale boulot. Il ne vient pas avec un bureau d'angle. Il vient avec des cicatrices. Mais c'est un travail qui compte. J'ai tendu la main sur le bureau en acier, j'ai pressé mes doigts contre la douille de 5,56 mm en laiton. Le métal était froid et lourd. Le sang ne fait pas automatiquement une famille, la biologie n'est qu'une loterie aléatoire. La vraie famille se forge dans la boue. Elle se construit sur le respect mutuel, la loyauté inébranlable, et un honneur absolu. Vous ne devez pas votre santé mentale à des personnes qui vous traitent comme un fardeau. Je n'ai pas besoin de lâches, qui n'ont jamais vu un vrai champ de bataille, pour valider mes médailles. Je n'ai pas besoin d'un narcissique, pour me dire que j'ai de la valeur. J'ai pris les cendres de leur mépris, et j'ai construit un empire de fierté juste au-dessus. J'ai survécu à la guerre, qu'ils ont commencé dans cette cuisine il y a 10 ans. Je n'ai pas seulement survécu, j'ai gagné. Merci d'avoir écouté aujourd'hui. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, laisser un commentaire sur votre propre parcours, et vous abonner à la chaîne. J'apprécie vraiment votre soutien. Restez fort, et à la prochaine.